Bonjour tout le monde. الزلفة والمرة ده مثلما كالمثلم. Bon, comme j'ai reçu encore des messages des gens qui me demandent de parler en français, donc je vais faire cette vidéo en français. Il y a un proverbe de chez nous qui a une très grande importance et que j'admire beaucoup. Je vais le dire en kabyle, après je vais le répéter en français. Ne qimoulesh v'det warid edou dawir. Ce qui veut dire reste assis, tu ne vois rien. Mets-toi debout, tu verras tout. Va plus loin et tu prends tout ce que tu veux. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais faire un hommage à tous les sans-papiers qui sont, que ce soit ici, que ce soit à l'étranger ou dans le monde entier. Je voudrais leur rendre hommage à travers cette vidéo d'une histoire que je vais vous raconter tout à l'heure. Une triste histoire, très triste, je suis désolé. J'aurais voulu vous raconter une belle histoire, mais malheureusement, c'est une histoire qui touche tout le monde. Donc avant d'arriver là, je voudrais passer par le début. Voilà, dire que les gens qui partent de leur pays, ils ne vont pas de leur propre gré, enfin pas tout le monde, mais certains pour sauver leurs enfants, d'autres se sauver eux-mêmes, d'autres pour une vie meilleure. Bref, juste un petit aperçu, voir que les gens, même ici en France, regardez bien, les gens, ils jettent tout et n'importe quoi. Voilà. Bref. Donc, je vous disais par rapport aux sans-papiers qui viennent ici en France, il y en a certains dont leurs familles sont déchirées, par exemple. Voilà, une maman ou un papa qui quitte son pays pour venir, voilà, pour aller à l'étranger et pouvoir vivre mieux. Donc séparé de sa femme ou la femme séparée de son mari. C'est vraiment triste. D'ailleurs, je connais pas mal de personnes qui sont séparées de leur... Pas séparées, mais séparées du fait qu'une de ces personnes est partie à l'étranger pour sauver en quelque sorte l'honneur, pas l'honneur, mais sauver les enfants. Sauver les enfants, donc les faire vivre dans un pays meilleur comme la France, où il y a encore un soupçon des droits de l'homme, et puis aussi une éducation convenable, et puis voilà, un avenir, en gros, un avenir plus meilleur. Donc, ces gens-là, d'ailleurs, il y a une femme qui a quitté l'Algérie pour venir en France alors qu'elle était enceinte. Donc elle arrive en France, elle croyait pouvoir se régulariser très rapidement pour faire venir son mari en France. Malheureusement, la situation, on a décidé autrement. La fille, ou plutôt le garçon qui est né en France, et cela, ça fait depuis presque 4 ans, le papa n'a jamais vu son fils, directement je veux dire, et l'enfant aussi n'a jamais vu son père qu'à travers le téléphone. Voilà, le téléphone portable, voilà, WhatsApp, Messenger et tout ça. Je ne veux pas être à la place de ce papa, ni même à la place de cet enfant, voire même à la place de cette femme. Donc je peux dire une chose, c'est que la plupart qui migrent, qui vont dans des pays étrangers, en sachant que leur rêve ne se réalisera jamais. Parce que je connais beaucoup qui sont retournés en Algérie, je connais beaucoup qui sont restés là, mais vivent dans la misère, et ainsi de suite. Donc ils risquent leur vie, ils risquent tout ce qu'ils ont au pays pour venir s'installer à l'étranger, en sachant qu'il n'y a aucune garantie pour une vie meilleure. Donc je salue beaucoup leur courage. Il y a une certaine catégorie de personnes qui sont venues, par exemple ici en France, que je rencontre, et me disent, voilà, je suis sans papier, j'ai pas de travail, j'ai pas ceci, je suis dans la misère totale, je souffre, etc. Donc des fois, c'est pas de la prétention, pas du tout, et ce n'est pas un jugement.
des fois, quand ils me racontent leur histoire, parfois je rigole. Je rigole. Ils me disent, pourquoi? Moi, je te raconte ma misère et toi, tu rigoles. Et je lui dis, je te jure que ta misère, elle est vraiment, c'est du bonheur vis-à-vis de ce qu'ont vécu certains, ou peut-être de ce que j'ai vécu moi. Alors il me dit, vas-y, raconte-moi ta vie, toi. Je lui dis, toi, t'as la santé? Il me dit, ouais. Et j'ai dit, alhamdoulilah, quand tu es à l'étranger et tu as la santé, tu peux y aller n'importe où, travailler dans n'importe quoi, dormir n'importe où, etc. Sauf quand tu n'as pas la santé, c'est que tu ne peux y aller nulle part, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Ça veut dire que tu es lié à cette maladie qui te pourrit la vie et qui ne t'empêche de faire quoi que ce soit. Donc, je lui raconte ma vie. À la fin, il me dit, ah, c'est vrai, moi, j'ai rien vécu par rapport à toi. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que la plupart des gens croient que ce qu'ils vivent, c'est l'infernal. Ça veut dire c'est le summum de toutes les misères. Non, je vous assure qu'il y a des gens qui vivent des situations encore pires de ce que vous avez vécu. Donc tout ce que j'ai à vous dire, c'est tout simplement, ne vous plaignez pas, ayez le courage d'avancer, regardez les choses positivement et ne vous plaignez pas. Dites hamdoullah à chaque situation que vous rencontrez parce que dans la vie, Dieu nous donne beaucoup de tests. Donc parfois, il nous teste pour plusieurs choses. Donc, l'histoire que je vais vous raconter, je ne vais pas tarder sur ces situations. Donc, je vais vous raconter une histoire d'un gars, c'est une connaissance, c'est pas un ami, c'est une connaissance, je l'ai connu comme ça à travers, voilà, une situation quelconque. Je l'ai trouvé à Belleville, il a 41 ans, 42 ans à peu près. Je l'ai vu, il était en train de pleurer au fait, il pleure. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Et il me dit, laisse tomber, j'ai vécu une histoire, là je suis en train de vivre une histoire, j'ai un problème qui n'a pas de solution. J'ai dit, je te jure que tout problème a une solution. Il m'a dit, je te dis que mon problème n'a pas de solution. J'ai dit, raconte-moi ton problème, tu verras comment je vais te donner une solution. Il m'a dit, j'ai pas envie de te raconter mon histoire parce que ça va me faire mal, d'une part. D'autre part, c'est que, à la fin, tu ne vas pas me donner de solution. Et j'ai dit, raconte. Il m'a dit, écoute, je te raconte, mais je te jure, si tu ne me donnes pas une solution, ça va mal se passer entre nous. J'ai dit, ok, vas-y, je cours le risque. Il me dit, son père, qui a un certain âge, voilà, je crois qu'il avait dans les 70 ans, non, 65-70 ans, il dit, au fait, il est parti à la campagne pour faire l'accueil des olives ou je ne sais pas quoi. Il a trouvé un jeune qui s'est pendu à un arbre. Il venait de se pendre. Donc, il gigotait encore. Il l'a pris entre les bras, d'une seule main. Avec une autre main, il essayait de défaire le nœud de l'arbre. Donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a un nerf apparemment qui a explosé au niveau de la tête, vu le choc et le poids du gars. Donc, le vieux, il n'a pas réussi à sauver, d'une part, le jeune homme, d'autre part, il est devenu paralysé d'un côté. Donc, les médecins, ils ont dit, il n'en a pas pour longtemps. Donc, comme lui, il est en situation irrégulière, ça veut dire, il n'a pas de papier, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne pouvait pas partir en Algérie. Ce qui veut dire, s'il part en Algérie, il perd ses papiers, parce qu'il n'a pas encore, il est en procédure de régularisation. Si il ne part pas, il ne verra pas son père qui va mourir. Donc il m'a dit, voilà, il m'a dit, je fais quoi maintenant? Il m'a dit, donne-moi ta solution. Je pars, je perds mes papiers, je reste, je ne verrai pas mon père mourir. Je lui ai dit, écoute, si tu veux mon idée, je vais te donner, et c'est la seule idée que tu peux avoir. Après, tu peux faire ce que tu veux. J'ai dit, si c'était moi, franchement, tu as une mère, tu as des frères et sœurs qui ont besoin de toi. Ce qui veut dire, si tu pars, bien sûr, tu vas voir ton père avant de mourir,
tu vas lui parler, tu vas lui serrer la main, tu vas le prendre dans les bras. Tout ça, c'est beau. Et je dis, mais par contre, tu ne pourras plus revenir en France du fait que tu aies une situation régulière. Et je dis maintenant, mon idée à moi, c'est que tu vas partir tu ne vas pas partir en Algérie, tu vas rester là, tu vas souffrir pour le décès de ton père, Allah Ghalib, tu ne vas pas le voir. Je dis, mais par contre, tu vas travailler, tu vas pouvoir aider tes frères et sœurs, ta mère, tu vas leur construire une maison, tu vas leur acheter une voiture, tu vas leur payer leur éducation à l'école, la fac, l'université, etc. Donc, tu vas souffrir du fait que tu ne verras pas ton père, mais par contre, tu vas assurer un avenir meilleur pour ta famille. Il a commencé à crier, ouais, bien sûr, c'est pas ton père. Si c'était ton père, tu me parlerais pas comme ça. Je lui ai dit, si c'était mon propre père, je ferais pareil. Je ferais pareil. Je vais pas penser à moi vers mon père, mais je penserai à ma famille, comment je vais les élever, comment je pourrais les aider mieux. Donc du coup, il a commencé à crier, il m'a insulté, il m'a craché dessus, il est parti. Bon, tant pis pour moi. Environ 1 an plus tard, j'étais à la foire du trône à Saint-Mandé. Il y a un gars, il vient, il me dit « Salut Tariq, tu vas bien ?» J'ai dit « Ouais, on se connaît ?» Il me dit « Ouais, tu te souviens pas de moi ?» J'ai dit « Non, je me souviens pas de toi. » En fait, il a pris du poids, il a laissé la barbe et tout ça, donc je ne l'ai pas reconnu. Il m'a dit « Tu te souviens à Belleville, quand je t'avais parlé de mon père qui allait mourir, et tu m'as donné la solution de rester ici ?» J'ai dit « Ah oui, je me souviens. » J'ai dit « Je me souviens, c'était toi, voilà, ok. » J'ai dit « Donc, alors ?» Il m'a dit « Je te jure que ta solution était la meilleure, alors que tous les gens que je connais, tous les amis que je connais, ils m'ont tous dit « Ton père, il faut qu'il te voie avant de mourir, et toi aussi, tu dois voir ton père avant de mourir. » Donc, en gros, je n'ai pas été. Tu étais le seul à me dire « N'y va pas. » Il m'a dit « J'ai suivi ton conseil. » Il m'a dit « Aujourd'hui, je suis très très content. Je suis malheureux quelque part que je n'ai pas vu mon père mourir, mais je suis très très content parce qu'effectivement, j'ai réussi à construire une maison en Algérie. J'ai envoyé une voiture pour mes frères et ma famille. Elle dit mes frères et sœurs, je leur ai payé toutes leurs études, etc. Elle m'a dit effectivement, ça s'est passé exactement comme tu l'as dit. Voilà. En gros, ça s'est passé mal au début, mais ça s'est arrangé à la fin. Donc, il a réussi à trouver une femme, il s'est marié, il a eu ses papiers, il est reparti en Algérie, voir sa famille, etc. Tout ce que je veux dire dans tout ça, c'est que la misère, ça existe partout. Il y en a certains vivent dans des... Enfin, quand on vit, par exemple, nous, en France, et on a tout. On travaille, on mange, on ne travaille pas, on mange. Voilà, il y a des associations pour. Si on a envie d'avoir des papiers, enfin plutôt des vêtements, il y a des associations qui donnent des vêtements. Si on a envie de manger, il y a des associations qui donnent. D'ailleurs, au passage, je vais vous dire, il y a un livre qui s'appelle Livre de solidarité. C'est gratuit dans toutes les mairies d'arrondissement ou dans toutes les associations Donc, au fait, dans ce livre-là, ils vous disent où aller manger gratuitement, vous douchez gratuitement, lavez vos vêtements gratuitement, vous soignez gratuitement, même dormir dans des endroits gratuitement. Ce qui veut dire, n'attendez pas que les autres viennent vous aider, aidez-vous vous-même. Ici en France, je me souviens, quand j'étais dans une galère comme pas possible, peut-être un jour je vais vous raconter mon histoire. Il y avait une assistante sociale, qu'est-ce qu'elle me disait? Elle me disait, Monsieur Ferkal, si vous voulez qu'on vous aide, aidez-vous d'abord. Il faut qu'on voie que vous vous aidez vous-même, que vous faites des démarches, que vous ne restez pas croisés les bras croisés. Elle m'a dit, à partir de là, nous, on pourra vous aider. Elle m'a dit, il ne faut pas que vous comptiez sur nous à 100%. Il faut que 50% de vous et 50% de nous. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que, si vous avez remarqué, ce n'est pas une insulte à tous ceux qui vivent ici en situation régulière, mais quand vous allez regarder bien, vous allez voir que ceux qui arrivent et qui sont en situation irrégulière, ils se débrouillent mieux que nous qui sommes venus il y a longtemps ou qui sommes régularisés il y a bien longtemps.
Quand on parle des droits, ils connaissent les droits. Quand on parle de la régularisation, ils connaissent les lois. Quand on parle d'hébergement et tout ça, assistante sociale, etc., ils savent tout. Pourquoi? Parce qu'avant qu'ils viennent dans un pays, ils se renseignent au maximum. Donc, moi, c'est le conseil que je vais donner à ceux qui veulent venir prochainement. D'ailleurs, c'est la question qui revient souvent dans les questions qu'on me pose sur Facebook. On me dit, quelle est la meilleure façon de venir? La meilleure façon, c'est d'avoir un visa. Ça, malheureusement, on ne peut pas y échapper. Par contre, si vous voulez venir en France, il y a deux choses importantes, très, très importantes. C'est les deux seules choses qui sont importantes à prévoir quand vous venez ici en France. Un, c'est l'hébergement. Il faut trouver un endroit où dormir au moins le premier mois. Le premier mois, le temps de vous adapter à l'endroit où vous êtes. Ça veut dire connaître les endroits, connaître les commerces, trouver ceci, cela, voilà, trouver des repères. La deuxième chose, c'est d'assurer un emploi, un travail, même n'importe quoi, dans n'importe quoi. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut avoir un revenu. Un revenu, c'est soit travailler, je ne sais pas, comme vendeur au marché ou je ne sais pas quoi. Mais l'essentiel, c'est un foyer, une maison où dormir et un endroit où travailler. La deuxième des choses, ça c'est très important parce que ça arrive souvent. C'est pour ça que je reviens toujours à cette histoire d'aide. Donc l'aide, les gens n'aident plus maintenant. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens qui arrivent, parfois c'est de leur faute, parfois c'est de la faute de l'autre, mais je ne juge pas. Moi je donne des conseils, donc je n'ai pas envie de juger personne et ne me jugez pas sur ce que je dis. Je donne des conseils. Donc, les gens qui arrivent, ils viennent ici en France, certains les hébergent pour une période, par exemple pour un mois. Arrivé le mois, la personne n'a pas trouvé où aller. Sauf que la personne qui les a hébergés, elle ne pouvait pas les héberger plus que ça, vu sa situation X, soit financière, soit je ne sais pas quoi. Il demande à l'autre de partir. L'autre, donc ça commence les problèmes. Donc quand il part, il va dire beaucoup de conneries sur celui qui l'a hébergé. Comme quoi c'est un salaud, il lui a forcé à faire ça, il lui a dit ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Ce que je vous ai dit pour venir en France, il y a deux choses essentielles. Avoir où dormir, sous un toit, au couvert de la pluie et du froid et de la chaleur, et avoir un petit travail. Ça veut dire, si quelqu'un vous héberge un jour, l'autre n'est pas obligé de vous héberger. Donc, c'est un service qu'il vous rend. Ça veut dire aider, c'est un devoir, mais n'est pas un dû. Ce qui veut dire, peu importe la situation, j'ai vécu chez un gars, il m'a aidé quelque part, mais il m'a fait beaucoup souffrir. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais critiqué, je ne lui ai jamais dit un mot de travers. Je ne regarde pas le mal qu'il m'a fait par la suite, mais j'ai regardé le jour où il m'a accueilli chez lui. Vous comprenez? Malheureusement, c'est que la plupart des gens qui viennent en France, qu'on héberge, par la suite, ils oublient le service qu'on leur rend. Ils nous rendent ça en échange, comme d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire assez... Bon, je ne vais pas la raconter parce que c'est une histoire qui va vraiment beaucoup vous choquer ou brusquer, ou je ne sais pas comment je vais dire ça. Parce que il y a certaines personnes qui viennent, on les héberge, ils vous disent qu'on n'a rien, qu'on ne connaît personne, du jour au lendemain. Finalement, en fait, ils connaissent beaucoup de monde et ils ont tout, ils ont les moyens. C'est-à-dire, après, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont peur. C'est vrai, quand ils viennent d'Algérie, ça coûte cher. Voilà, une baguette, par exemple, qui coûte 1 euro, pour eux, c'est quand même, c'est 15 000 ou 20 000, voilà, 20 000. À Chérine, fait trop vite. Donc, c'est un peu difficile. Mais tout ça, on le comprend. C'est compréhensible. Sauf que, quand vous partez de chez une personne, ne la critiquez pas. Au contraire, elle vous a hébergé. Et c'est le plus important. Et j'insiste, j'arrête pas de radoter, j'arrête pas de me répéter, mais c'est très très important que vous soyez correct envers celui qui vous a accueilli le premier jour. Vous allez voir, il y a beaucoup de monde qui disent « Ah oui, mais les immigrés ils sont radins, ils sont ceci, ils sont cela ». Ne vous inquiétez pas, vous allez voir, plus vous restez dans ce pays,
plus vous allez devenir comme ceux que vous traitez de radins et tout le reste. Il y a aussi des gens, je ne vais pas dire que des gens mauvais, il y a aussi des gens bons. Par exemple, une fois, j'ai accueilli une famille chez moi. Je vous assure qu'ils sont tellement adorables qu'on ne sentait même pas qu'il y avait des gens chez nous, une autre famille chez nous. C'était une femme et son mari, c'était une cousine et son mari qui sont venus chez moi, et avec 3 enfants. La cousine, quand elle se lève le matin, elle lave le sol, elle prépare le petit déjeuner, et ceci et cela. Son mari, franchement, il se fait très discret, ses enfants, ils sont adorables. Franchement, ils sont venus pour 1 mois, on leur a dit non, restez encore jusqu'à ce que vous trouviez une bonne situation. Parce que ils ne se font pas lourds, ils sont légers, ils sont là pour aider, ils sont là, ils sont discrets en quelque sorte. C'est pas comme certains. Bon, bref. Donc alors, si je vous ai raconté cette histoire, c'est pour vous dire tout simplement que la vie des sans-papiers ici en France, c'est vraiment très difficile. Surtout pendant le confinement où ils ne peuvent pas sortir de chez eux pour aller faire les courses. Soi-disant, ils n'ont pas d'attestation pour sortir parce qu'il faut présenter une carte d'identité ou un titre de séjour, etc. Donc ils sont un petit peu coincés. Je remercie beaucoup tous ceux et celles qui les ont aidés à leur faire des courses et tout le reste. Maintenant, c'est à eux aussi de faire un bon geste envers les autres. Donc hier c'était l'Ashura, je tiens beaucoup à vous souhaiter la bonne fête pour tout le monde. Donc il y a beaucoup de malheureux, si vous connaissez des gens qui sont malheureux, donnez-leur un peu, que ce soit à manger, que ce soit un peu d'argent, même si c'est 5 €, même si c'est 1 €, mais ça peut beaucoup les aider. Et que les autres aussi qui sont aidés, qu'ils jouent aussi le jeu pour être corrects et honnêtes. Le jour où ils vont s'en sortir aussi, ils doivent faire la même chose. Donc voilà, en gros, j'ai dit ce que j'ai à dire. Donc je ne juge personne et s'il vous plaît, ne me jugez pas. Voilà. Donc voilà. La prochaine fois, je vous raconterai aussi l'histoire de ceux qui viennent se marier ici ou ceux qui partent au bled se marier, ramener leurs conjoints, les problèmes d'où ils viennent. Les solutions, je vais vous raconter une belle histoire, une mauvaise histoire, voilà. Et puis voilà, je vous souhaite une agréable journée à tout le monde et bon week-end.